Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger dans les rouages de l'économie marocaine et on va le faire d'une façon un peu spéciale, comme s'il s'agissait d'un véritable cas clinique. Pour ça, on va s'appuyer sur des documents ultra solides, les vrais sujets des examens nationaux du bac de la filière sciences économiques et gestion, plus précisément les sessions de 2021 et 2022. L'idée, c'est vraiment de décortiquer tout ça ensemble. On va parler de la croissance, du chômage, de l'inflation, mais surtout, on va voir concrètement comment se calculent ces fameux agrégats comme le PIB ou la masse monétaire, exactement comme on l'enseigne et on l'exige le jour de l'examen. Allez, c'est parti. Alors, voilà notre point de départ. C'est en tête officielle de l'examen de 2022. Honnêtement, c'est une mine d'or. Pourquoi ? Parce qu'il nous donne une grille de lecture purement factuelle, clinique, sans aucun parti pris politique. Il nous force à aller au-delà des grands discours pour regarder comment la machine fonctionne vraiment de l'intérieur. C'est l'outil parfait pour comprendre comment on évalue la santé d'un pays avec des chiffres bruts et comment on évalue réellement ses fondamentaux macroéconomiques. Au menu aujourd'hui, on commence par le grand choc économique initial, puis on enchaînera sur le chômage et le retour de l'inflation. Ensuite, on verra le fameux rebond de 2021, les actions monétaires de la Banque centrale, les choix de relance budgétaire de l'État, et on terminera en expliquant pourquoi il est urgent de repenser tout le modèle de croissance. Section 1. Le choc économique initial, ou plutôt la double crise. Moins 6,3%. Prenez juste un petit instant pour réaliser l'ampleur de ce chiffre. C'est la chute historique du produit intérieur brut en volume pour l'année 2020. D'ailleurs, petit rappel de la méthode d'évaluation de l'examen pour le taux de croissance. On prend le PIB réel de l'année en cours, on y soustrait celui de l'année précédente, on divise le tout par ce même PIB de l'année précédente et on multiplie par 100. Et là, le résultat est sans appel. C'est une contraction brutale, un véritable coup d'arrêt de la création de richesses dans le pays entier par rapport à 2019. Mais ce qui est absolument crucial de comprendre ici, c'est que ce coup de frein massif ne vient pas d'un seul facteur. On parle vraiment de deux chocs simultanés. D'un côté, évidemment, il y a la crise sanitaire mondiale du Covid-19 qui a littéralement paralysé l'activité. Mais au Maroc, il y a eu un autre coup dur, purement climatique cette fois, un déficit pluviométrique extrêmement sévère. En clair, une grosse sécheresse qui a frappé de plein fouet l'agriculture qui, comme on le sait, est l'un des piliers historiques de l'économie marocaine. On passe à la section 2, le chômage, le retour de l'inflation et surtout l'impact social de la crise. Forcément, quand la machine économique s'arrête, les répercussions humaines sont immédiates. En 2021, on se retrouve avec un taux de chômage global coincé à un niveau très élevé, 12,3%. Ça représente plus d'1,5 million de personnes sur le carreau. Et regardez un peu la répartition, elle fait froid dans le dos. Près de 32% chez les jeunes de 15 à 24 ans et quasiment 20% chez les diplômés. Les documents de l'examen sont très francs là-dessus. C'est dû à la contraction économique, oui, mais c'est aussi lié au fait que l'État, pour essayer de maîtriser la masse salariale, n'a pas joué son rôle habituel d'éponge en créant des postes de fonctionnaires. Et comme si ça suffisait pas, on voit réapparaître un vieux fantôme, l'inflation. On la mesure avec la variation de l'indice des prix à la consommation, le fameux IPC. De 1,2% en 2021, elle devait grimper à 1,6% en 2022. Alors oui, comparé au reste du monde à ce moment-là, ça peut paraître modéré, mais les causes font les mêmes, une explosion de la demande mondiale qui se heurte à des chaînes d'approvisionnement complètement grippées. Le gros risque identifié ici, c'est que cette inflation qui est largement importée vienne étouffer complètement la reprise économique avant même qu'elle ne commence. Section 3. Le rebond de 2021, ou ce qu'on appelle la récupération naturelle. Et bim, l'année suivante, en 2021, la machine redémarre avec une croissance du PIB estimée à plus 5,8% en volume. C'est ce qu'on appelle un rebond spectaculaire. L'économie nationale reprend enfin des couleurs après l'effondrement de 2020, mais la vraie question, celle qu'il faut se poser, c'est d'où vient exactement cette bouffée d'oxygène ? Ce qui est vraiment fascinant avec ces chiffres, c'est le contraste sectoriel. Le secteur primaire passe d'une chute libre de quasiment 7% à une véritable envolée de 17,5%. Comment ? Eh bien, la météo a été clémente, tout simplement. Une saison exceptionnelle avec une récolte de blé atteignant 7,5 millions de tonnes, un record sur 5 ans. De l'autre côté, les activités non agricoles affichent une reprise beaucoup plus modeste, autour de 4,1%. Ça illustre parfaitement une réalité structurelle du pays, c'est une économie qui reste encore et toujours ultra dépendante de la pluie. Allez, section 4, on passe au traitement de choc, avec les actions monétaires de Banque Al Maghrib. Face à cette situation chaotique, la Banque centrale marocaine, Banque Al Maghrib, s'est retrouvée avec une mission digne d'un numéro d'équilibriste. C'est son fameux double mandat. D'un côté, il faut maintenir la stabilité des prix alors que l'inflation menace, et de l'autre, il faut absolument soutenir une croissance qui est hyper fragile.
Pour piloter ça, la Banque centrale garde un œil rivé sur la masse monétaire, et en particulier l'agrégat M3. D'ailleurs, comme l'exige l'examen, rappelons que M3 englobe la monnaie fiduciaire, la monnaie scripturale, plus les placements à vue et à terme. Calculer tout ça permet à la banque de savoir exactement combien d'argent circule dans les veines de l'économie. Alors, première arme utilisée, le taux directeur. Pour relancer la machine, il a fallu frapper fort et vite. Regardez bien cette chronologie. On était à 2,25% avant la crise. Dès mars 2020, ça tombe à 2%, puis on descend carrément à 1,5% en juin. La logique derrière cette manœuvre, elle est vieille comme le monde. On rend l'argent moins cher. Si le crédit coûte moins cher, les entreprises vont plus facilement emprunter pour investir et les ménages vont consommer. Sauf que baisser les taux, c'était pas suffisant. Les banques commerciales étaient complètement à sec. Il a fallu sortir l'artillerie lourde, avec des injections massives d'argent frais. D'abord, on ramène le taux de la réserve monétaire à 0%, ce qui libère 12 milliards de dirhams d'un coup. Ensuite, la Banque centrale a injecté un total faramineux de 82,8 milliards de dirhams dans le système fin 2021, en utilisant des avances à 7 jours et des prêts garantis. L'économie était littéralement placée sous perfusion directe pour éviter la syncope. Cinquième partie, après la monnaie, place au choix de relance budgétaire de l'État. Le document d'examen soulève une interrogation super pertinente. Objectif de relance, mais à quel prix? Parce que c'est bien beau d'afficher des objectifs très ambitieux de relance, d'investissement public et de protection sociale. Mais dans le monde réel, financer tout ça, ça veut dire creuser le déficit. D'un point de vue purement comptable, comme on l'apprend au bac, le solde budgétaire ordinaire, c'est simplement les recettes ordinaires de l'État moins ses dépenses ordinaires. Quand vous ouvrez grand les vannes de la dépense de relance, inévitablement, le déficit s'emballe. Et le véritable mur face auquel sort cette relance budgétaire, il est juste là, les déséquilibres extérieurs. Quand on analyse ces données, on voit un solde commercial qui reste désespérément négatif, oscillant entre 14 et 18% du PIB, avec un solde des transactions courantes également dans le rouge. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que si l'État stimule la demande intérieure avec de l'argent public, mais que l'appareil productif local ne suit pas derrière, on va juste consommer encore plus de produits importés. Et bim, ça aggrave le déficit commercial et limite énormément la marge de manœuvre du gouvernement. On arrive à notre sixième et dernière partie, le pronostic et la nécessité de repenser le modèle de croissance. Le corrigé officiel livre cette conclusion implacable. Les pansements monétaires et budgétaires qu'on a vus ont bien joué le rôle d'amortisseur. On a géré l'urgence. Mais face à la fragilité structurelle de l'économie marocaine, la recommandation est d'une clarté absolue. Il faut repenser le modèle de croissance. Ce modèle doit désormais reposer sur l'offre. Ça veut dire qu'au lieu de stimuler sans cesse la consommation intérieure, il faut bâtir une véritable force de production locale, industrialiser et créer de la valeur ajoutée sur place. Et on va se quitter sur cette réflexion. On l'a bien vu, injecter des milliards ou baisser les taux d'intérêt, ce sont d'excellents traitements d'urgence pour sauver un patient en crise. Mais une fois l'hémorragie stoppée, comment fait-on pour passer de la perfusion temporaire à la construction d'une machine économique robuste, génératrice d'emplois durables et capable de résister aux futures tempêtes? C'est le défi ultime, la clé de voûte de toute véritable politique de développement. Gardez bien cette question en tête et à la prochaine pour un nouveau décryptage.